Germinal, deuxième partie, chapitre 4. Lorsque Maheu rentra, après avoir laissé Étienne chez Rasseneur, il trouva Catherine, Zacharie et Jeanlin attablés qui achevaient leur soupe. Au retour de la fosse, on avait si faim qu'on mangeait dans ses vêtements humides avant même de se débarbouiller. Et personne ne s'attendait. La table restait mise du matin au soir. Toujours il y en avait un là, avalant sa portion, au hasard des exigences du travail. Dès la porte, Maheu aperçut les provisions. Il ne dit rien, mais son visage inquiet s'éclaira. Toute la matinée, le vide du buffet, la maison sans café et sans beurre, l'avait tracassé. Lui était revenu en élancement douloureux, pendant qu'il tapait à la veine, suffoqué au fond de la taille. Comment la femme aurait-elle fait? Et qu'allait-on devenir si elle était rentrée les mains vides? Puis voilà qu'il y avait de tout. Elle lui conterait ça plus tard. Il riait d'aise. Déjà, Catherine et Jeanlin s'étaient levés, prenant leur café debout, tandis que Zacharie, mal rempli par sa soupe, se coupait une large tartine de pain qu'il couvrait de beurre. Il voyait bien le fromage de cochon sur une assiette, mais il n'y touchait pas. La viande était pour le père quand il n'y en avait que pour un. Tous venaient de faire descendre leur soupe d'une grande lampée d'eau fraîche, la bonne boisson claire des fins de quinzaine. « Je n'ai pas de bière, » dit la Maheude, lorsque le père se fut attablé à son tour. « J'ai voulu garder un peu d'argent, mais si tu en désires, la petite peut courir en prendre une pinte. » Il la regardait, épanoui. Comment? Elle avait aussi de l'argent? Non, non, dit-il. J'ai bu une chope, ça va bien. Et Maheu se mit à engloutir par lentes cuillerées la pâtée de pain, de pommes de terre, de poireaux et d'oseille, enfêtée dans la jatte qui lui servait d'assiette. La Maheude, sans lâcher Estelle, aidait Alzire à ce qu'il ne manquât de rien, poussait près de lui le beurre et la charcuterie, remettait au feu son café pour qu'il fût bien chaud. Cependant, à côté du feu, le lavage commençait, dans une moitié de tonneau transformée en baquet. Catherine, qui passait la dernière, l'avait emplie d'eau tiède, et elle se déshabillait tranquillement, ôtait son béguin, sa veste, sa culotte, jusqu'à sa chemise, habituée à cela depuis l'âge de 8 ans, ayant grandi sans y voir du mal. Elle se tourna seulement, le ventre au feu, puis se frotta vigoureusement avec du savon noir. Personne ne la regardait. Lénore et Henri eux-mêmes n'avaient plus la curiosité de voir comment elle était faite. Quand elle fut propre, elle monta toute nue l'escalier, laissant sa chemise mouillée et ses autres vêtements en tas sur le carreau. Mais une querelle éclatait entre les deux frères. Jeanlin s'était hâté de sauter dans le baquet, sous le prétexte que Zacharie mangeait encore. Et celui-ci le bousculait, réclamait son tour, criait que s'il était assez gentil pour permettre à Catherine de se tremper d'abord, il ne voulait pas avoir la rinçure des galopins. D'autant plus que, lorsque celui-ci avait passé dans l'eau, on pouvait en remplir les encriers de l'école. Ils finirent par se laver ensemble, tournés également vers le feu, et ils s'entraidèrent même, ils se frottèrent le dos. Puis, comme leur sœur, ils disparurent dans l'escalier, tout nus. « En font-ils un gâchis ?» murmurait la Maheude, en prenant par terre les vêtements pour les mettre sécher. « Alzire, éponge un peu, hein ?» Mais un tapage de l'autre côté du mur lui coupa la parole. C'étaient des jurons d'hommes, des pleurs de femmes, tout un piétinement de bataille avec des coups sourds qui sonnaient comme des heurts de courges vides. « La Levaque reçoit sa danse !» constata paisiblement Maheu, en train de racler le fond de sa jatte avec la cuillère. « C'est drôle, Bouteloup prétendait que la soupe était prête. »« Ah oui, prête, » dit la Maheude. « J'ai vu les légumes sur la table, pas même épluchés. » Les cris redoublaient. Il y eut une poussée terrible qui ébranla le mur, puis un grand silence tomba. Alors, le mineur, en avalant une dernière cuillerée, conclut d'un air de calme justice « Si la soupe n'est pas prête, ça se comprend. »
et après avoir bu un plein verre d'eau, il attaqua le fromage de cochon. Il en coupait des morceaux carrés, qu'il piquait de la pointe de son couteau et qu'il mangeait sur son pain, sans fourchette. On ne parlait pas quand le père mangeait. Lui-même avait la faim silencieuse. Il ne reconnaissait point la charcuterie habituelle de Maigrat, ça devait venir d'ailleurs. Pourtant, il n'adressait aucune question à sa femme. Il demanda seulement si le vieux dormait toujours là-haut. Non, le grand-père était déjà sorti pour son tour de promenade accoutumé, et le silence recommença. Mais l'odeur de la viande avait fait lever les têtes de Lénore et d'Henri, qui s'amusaient par terre à dessiner des ruisseaux avec l'eau répandue. Tous deux vinrent se planter près du père, le petit en avant. Leurs yeux suivaient chaque morceau, le regardaient plein d'espoir partir de l'assiette, et le voyaient d'un air consterné s'engouffrer dans la bouche. À la longue, le père remarqua le désir gourmand qui les pâlissait et leur mouillait les lèvres. « Est-ce que les enfants en ont eu ?» demanda-t-il. Et comme sa femme hésitait, « Tu sais, je n'aime pas ces injustices. Ça m'ôte l'appétit quand ils sont là autour de moi à mendier un morceau. »« Mais oui, ils en ont eu !» s'écria-t-elle en colère. « Ah bien, si tu les écoutes, tu peux leur donner ta part et celle des autres. Ils s'empliront jusqu'à crever. N'est-ce pas, Alzire, que nous avons tous mangé du fromage ?»« Bien sûr, maman, » répondit la petite bossue, qui, dans ces circonstances-là, mentait avec un aplomb de grande personne. Lénore et Henri restaient immobiles de saisissement, révoltés d'une pareille menterie, eux qu'on fouettait s'ils ne disaient pas la vérité. Leur petit cœur se gonflait, et ils avaient une grosse envie de protester, de dire qu'ils n'étaient pas là, eux, lorsque les autres en avaient mangé. « Allez-vous-en donc !» répétait la mère en les chassant à l'autre bout de la salle. « Vous devriez rougir d'être toujours dans l'assiette de votre père. Et s'il était le seul à en avoir, est-ce qu'il ne travaille pas, lui? Tandis que vous autres, tas de vauriens, vous ne savez encore que dépenser. Ah oui, et plus que vous n'êtes gros. » Maheu les rappela. Il assit Lénore sur sa cuisse gauche, Henri sur sa cuisse droite. Puis, il acheva le fromage de cochon, en faisant la dînette avec eux. Chacun sa part, il leur coupait des petits morceaux. Les enfants, ravis, dévoraient. Quand il eut fini, il dit à sa femme, « Non, ne me sers pas mon café, je vais me laver d'abord, et donne-moi un coup de main pour jeter cette eau sale. » Ils empoignèrent les anses du baquet, et ils le vidaient dans le ruisseau devant la porte, lorsque Jeanlin descendit, avec des vêtements secs, une culotte et une blouse de laine trop grande, las de déteindre sur le dos de son frère. En le voyant filer sournoisement par la porte ouverte, sa mère l'arrêta. « Où vas-tu ?»« Là. »« Où, là ? Écoute, tu vas aller cueillir une salade de pissenlit pour ce soir. Hein, tu m'entends ? Si tu ne rapportes pas une salade, tu auras affaire à moi. »« Bon, bon. » Jeanlin partit, les mains dans les poches, traînant les sabots, roulant ses reins maigres d'avorton de 10 ans, comme un vieux mineur. À son tour, Zacharie descendait, plus soigné, le torse pris dans un tricot de laine noire à raies bleues. Son père lui cria de ne pas rentrer tard, et il sortit en hochant la tête, la pipe aux dents, sans répondre. De nouveau, le baquet était plein d'eau tiède. Maheu, lentement, enlevait déjà sa veste. Sur un coup d'œil, Alzire emmena Lénore et Henri jouer dehors. Le père n'aimait pas se laver en famille, comme cela se pratiquait dans beaucoup d'autres maisons du Coron. Du reste, il ne blâmait personne, il disait simplement que c'était bon pour les enfants de barboter ensemble. « Que fais-tu donc là-haut » cria la Maheude à travers l'escalier. « Je raccommode ma robe que j'ai déchirée hier, » répondit Catherine. « C'est bien, ne descends pas, ton père se lave. » Alors Maheu et la Maheude restèrent seuls. Celle-ci s'était décidée à poser sur une chaise Estelle, qui, par miracle, se trouvant bien près du feu, ne hurlait pas,
et tournait vers ses parents des yeux vagues de petit être sans pensée. Lui, tout nu, accroupi devant le baquet, y avait d'abord plongé sa tête, frotté de ce savon noir dont l'usage séculaire décolore et jaunit les cheveux de la race. Ensuite, il entra dans l'eau, s'enduisit la poitrine, le ventre, les bras, les cuisses, se les racla énergiquement des 2 poings. Debout, sa femme le regardait. « Dis donc, commença-t-elle, j'ai vu ton œil quand tu es arrivé. Tu te tourmentais, hein? Ça t'a déridé, ces provisions. Imagine-toi que les bourgeois de la Piolaine ne m'ont pas fichu un sou. Oh, ils sont aimables, ils ont habillé les petits, et j'avais honte de les supplier, car ça me reste en travers quand je demande. » Elle s'interrompit un instant pour qu'elle et Estelle sur la chaise, crainte d'une culbute. Le père continuait à s'user la peau, sans hâter d'une question cette histoire qui l'intéressait, attendant patiemment de comprendre. « Faut te dire que Maigrat m'avait refusé. Oh, raide, comme on flanque un chien dehors. Tu vois si j'ai des à la noce. Ça tient chaud des vêtements de laine, mais ça ne vous met rien dans le ventre, pas vrai? » Il leva la tête, toujours muet. Rien à la Piolaine, rien chez Maigrat, alors quoi? Mais, comme à l'ordinaire, elle venait de retrousser ses manches pour lui laver le dos et les parties qu'il lui était mal commode d'atteindre. D'ailleurs, il aimait qu'elle le savonnât, qu'elle le frottât partout, à se casser les poignets. Elle prit du savon, elle lui laboura les épaules, tandis qu'il se raidissait, afin de tenir le coup. « Donc, je suis retournée chez Maigrat. Je lui en ai dit. Ah, je lui en ai dit. Et qu'il ne fallait pas avoir de cœur et qu'il lui arriverait du mal s'il y avait une justice. Ça l'ennuyait, il tournait les yeux, et il aurait bien voulu filer. » Du dos, elle était descendue aux fesses, et, lancée, elle poussait ailleurs, dans les plis, ne laissant pas une place du corps sans y passer, le faisant reluire comme ses 3 casseroles les samedis de grand nettoyage. Seulement, elle suait à ce terrible va-et-vient des bras, toute secouée elle-même, si essoufflée que ses paroles s'étranglaient. Enfin, il m'a appelé vieux crampon. Nous aurons du pain jusqu'à samedi, et le plus beau, c'est qu'il m'a prêté 100 sous. J'ai encore pris chez lui le beurre, le café, la chicorée. J'allais même prendre la charcuterie et les pommes de terre, quand j'ai vu qu'il grognait. 7 sous de fromage de cochon, 18 sous de pommes de terre, il me reste 3 francs 75 pour un ragoût et un pot-au-feu. Hein, je crois que je n'ai pas perdu ma matinée. Maintenant, elle l'essuyait, le tamponnait avec un torchon aux endroits où ça ne voulait pas sécher. Lui, heureux, sans songer au lendemain de la dette, éclatait d'un gros rire et l'empoignait à plein bras. « Laisse donc, bête, tu es trempée, tu me mouilles. Seulement, je crains que Maigrat n'ait des idées. » Elle allait parler de Catherine, elle s'arrêta. À quoi bon inquiéter le père? Ça ferait des histoires à n'en plus finir. « Quelles idées ?» demanda-t-il. « Des idées de nous voler, donc. Faudra que Catherine épluche joliment la note. » Il l'empoigna de nouveau, et cette fois ne la lâcha plus. Toujours le bain finissait ainsi. Elle le ragaillardissait à le frotter si fort, puis elle lui passait partout des linges qui lui chatouillaient les poils des bras et de la poitrine. D'ailleurs, c'était également chez les camarades du coron l'heure des bêtises où l'on plantait plus d'enfants qu'on en voulait. La nuit, on avait sur le dos la famille. Il la poussait vers la table, goguenardant en brave homme qui jouit d'un seul bon moment de la journée, appelant ça prendre son dessert, et un dessert qui ne coûtait rien. Elle, avec sa taille et sa gorge roulante, se débattait un peu pour rire. « Es-tu bête, mon Dieu, es-tu bête? Et Estelle qui nous regarde. Attends que je lui tourne la tête. »« Ah oui, à 3 mois, est-ce que ça comprend ?» Lorsqu'il se fut relevé, Maheu passa simplement une culotte sèche.
Son plaisir, quand il était propre et qu'il avait rigolé avec sa femme, était de rester un moment le torse nu. Sur sa peau blanche, d'une blancheur de fille anémique, les éraflures, les entailles du charbon laissaient des tatouages, des greffes, comme disent les mineurs. Et il s'en montrait fier. Il étalait ses gros bras, sa poitrine large, d'un luisant de marbre veiné de bleu. En été, tous les mineurs se mettaient ainsi sur les portes. Il y alla même un instant, malgré le temps humide, cria un mot salé à un camarade, le poitrail également nu, au-delà du jardin. D'autres parurent, et les enfants, qui traînaient sur les trottoirs, levaient la tête, riaient eux aussi à la joie de toute cette chair lasse de travailleurs, mise au grand air. En buvant son café, sans passer encore une chemise, Maheu conta à sa femme la colère de l'ingénieur pour le boisage. Il était calmé, détendu, et il écouta avec un hochement d'approbation les sages conseils de la Maheude, qui montrait un grand bon sens dans ces affaires-là. Toujours, elle lui répétait qu'on ne gagnait rien à se buter contre la compagnie. Elle lui parla ensuite de la visite de Madame Hennebeau. Sans le dire, tous deux en étaient fiers. « Est-ce qu'on peut descendre ?» demanda Catherine du haut de l'escalier. « Oui, oui, ton père se sèche. » La jeune fille avait sa robe des dimanches, une vieille robe de popeline gros bleu, pâlie et usée déjà dans les plis. Elle était coiffée d'un bonnet tout noir, tout simple. « Tiens, tu t'es habillée? Où vas-tu donc? »« Je vais à Montsou acheter un ruban pour mon bonnet. J'ai retiré le vieux, il était trop sale. »« Tu as donc de l'argent, toi? »« Non, c'est Mouquette qui a promis de me prêter 10 sous. » La mère la laissa partir, mais à la porte, elle la rappela. « Écoute, ne va pas l'acheter chez Maigrat, ton ruban. Il te volerait et il croirait que nous roulons sur l'or. » Le père, qui s'était accroupi devant le feu, pour sécher plus vite sa nuque et ses aisselles, se contenta d'ajouter « Tâche de ne pas traîner la nuit sur les routes. » Maheu, l'après-midi, travailla dans son jardin. Déjà, il y avait semé des pommes de terre, des haricots, des pois. Et il tenait en jauge, depuis la veille, du plant de choux et de laitue qu'il se mit à repiquer. Ce coin de jardin les fournissait de légumes, sauf de pommes de terre, dont il n'avait jamais assez. Du reste, lui s'entendait très bien à la culture et obtenait même des artichauts, ce qui était traité de pose par les voisins. Comme il préparait sa planche, Levaque justement vint fumer une pipe dans son carré à lui, en regardant des romaines que Bouteloup avait plantées le matin. Car, sans le courage du logeur à bêcher, il n'aurait guère poussé là que des orties. Et la conversation s'engagea par-dessus le treillage. Levaque, délassé et excité d'avoir tapé sur sa femme, tâcha vainement d'entraîner Maheu chez Rasseneur. « Voyons, est-ce qu'une chope l'effraierait? On ferait une partie de quilles, on flânerait un instant avec les camarades, puis on rentrerait dîner. » C'était la vie après la sortie de la fosse. Sans doute il n'y avait pas de mal à cela, mais Maheu s'entêtait. S'il ne repiquait pas ses laitues, elles seraient fanées le lendemain. Au fond, il refusait par sagesse, ne voulant point demander 1 liard à sa femme sur le reste des 100 sous. 5 heures sonnaient lorsque la Pierronne vint savoir si c'était avec Jeanlin que sa Lydie avait filé. Levaque répondit que ça devait être quelque chose comme ça, car Bébert lui aussi avait disparu, et ces galopins gourgandinaient toujours ensemble. Quand Maheu les eut tranquillisés en parlant de la salade de pissenlit, lui et le camarade se mirent à attaquer la jeune femme, avec une crudité de bon diable. Elle s'en fâchait, mais ne s'en allait pas, chatouillée au fond par les gros mots qui la faisaient crier les mains au ventre. Il arriva à son secours une femme maigre, dont la colère bégayante ressemblait à un gloussement de poule. D'autres, au loin, sur les portes, s'effarouchaient de confiance. Maintenant, l'école était fermée, toute la marmaille traînait.
C'était un grouillement de petits êtres piaulant, se roulant, se battant. Tandis que les pères, qui n'étaient pas à l'estaminet, restaient par groupes de 3 ou 4, accroupis sur leurs talons comme au fond de la mine, fumant des pipes avec des paroles rares, à l'abri d'un mur. La Pierronne partit furieuse lorsque Levaque voulut tâter si elle avait la cuisse ferme, et il se décida lui-même à se rendre seul chez Rasseneur pendant que Maheu plantait toujours. Le jour baissa brusquement. La Maheude alluma la lampe, irritée de ce que ni la fille ni les garçons ne rentraient. Elle l'aurait parié. Jamais on ne parvenait à faire ensemble l'unique repas où l'on aurait pu être tous autour de la table. Puis, c'était la salade de pissenlit qu'elle attendait. Qu'est-ce qu'il pouvait cueillir à cette heure dans ce noir de four, le bougre d'enfant? Une salade accompagnerait si bien la ratatouille qu'elle laissait mijoter sur le feu. Des pommes de terre, des poireaux, de l'oseille, fricassés avec de l'oignon frit. La maison entière le sentait, l'oignon frit, cette bonne odeur qui rend si vite et qui pénètre les briques des corons d'un empoisonnement tel qu'on les flaire de loin dans la campagne, à ce violent fumet de cuisine pauvre. Maheu, quand il quitta le jardin à la nuit tombée, s'assoupit tout de suite sur une chaise, la tête contre la muraille. Dès qu'il s'asseyait le soir, il dormait. Le coucou sonnait 7 heures. Henri et Lénore venaient de casser une assiette en s'obstinant à aider Alzire qui mettait le couvert. Lorsque le père Bonnemort rentra le premier, pressé de dîner et de retourner à la fosse. Alors la Maheude réveilla Maheu. « Mangeons, tant pis, ils sont assez grands pour retrouver la maison. L'embêtant, c'est la salade. »